où les gens ont besoin d'authenticité. Pour moi, de ces personnes-là qui walk the walk and talk the talk. Et pour moi, c'est fondamental. Pour pouvoir proposer quelque chose aujourd'hui, que ce soit en entreprise, que ce soit pour la société, je me dois d'être congruent et cohérent par rapport à ce que je propose. Oui, évidemment. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui se sent. Donc c'est quelque chose que les bénévoles sentent. Je suis toujours impressionné par le nombre de volontaires que vous avez en fait pendant vos événements et aussi ceux qui restent pendant longtemps parce que quelque part attirer c'est un peu à la portée de tout le monde, c'est que tout le monde sur un bon jour peut attirer, mais comme je dis souvent c'est conserver, ça demande de l'art. Ok, ABG Journey to Legend. Let's start. Alors, salut Akram, comment vas-tu? Hello Ariel, Ouais, très bien, je suis très heureux d'être là. Super plaisir. Depuis le temps quand il fallait programmer ça, maintenant nous y sommes. Here we are. Alors, comment est-ce qu'on s'est connus? Alors, il y a de cela, je pense, 4 ans. À 4 ans, je pense? Non, je pense peut-être 2 ans. C'est 3 ans, c'est en 2020, Ah, d'accord. 2021. Oui, je pense probablement un peu plus. Voilà, 2021. Yes. Je venais de revenir de l'Amérique du Sud et j'allais commencer mon projet. Du coup, j'allais commencer à chercher quels étaient les partenaires, les bons, qui étaient alignés avec ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai commencé à faire mes recherches et Monsieur Ariel Betty, explorateur du potentiel humain, m'est apparu. Du coup, je t'ai appelé et on a eu une discussion très intéressante. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Ah, super. Je me souviens que c'était quand même, c'est vrai que c'était une période assez particulière et que le premier échange a quand même été un peu intense. J'ai pas été très facile avec toi, là, pour dire vrai, parce qu'il me semble que ça faisait à peu près 1 année ou 2 années et demie que j'avais un peu cessé, je m'étais un peu retiré du travail de formation avec les entreprises parce que j'en faisais énormément en fait avant. Et donc à un moment, j'ai pris un peu du recul par rapport à ça, donc je refusais beaucoup de demandes de collaboration, tu vois, avec les entreprises, avec des compagnies, des grosses boîtes et autres. Et tu es venu, tu m'as appelé, et tu m'as dit, ah ouais, il y a un super projet, voilà et tout, est-ce que tu pourrais venir? Et je me rappelle que je n'étais pas très enthousiaste et que j'avais appris en fait à me mettre un peu sur les gardes quand les gens viennent, tu vois, avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que comme on sait, il y a, en fait, il y a beaucoup de personnes qui viennent avec de grosses idées, beaucoup d'enthousiasme, mais malheureusement, non seulement ça ne se concrétise pas, ça ne se vérifie pas, et après tout cet enthousiasme-là, il s'avère que c'était juste de la naïveté, en fait, tu vois. Et je me souviens que non seulement j'avais été très difficile au niveau de la négociation, mais aussi je t'avais dit, écoute, tu viens de commencer, tu sors un langage qui te semble être original pour toi, mais j'ai déjà entendu tout le monde parle comme ça, tout le monde voilà, me dit ça. Et je te dis, si je vais te donner mes conditions, et si dans 1 année, tu es toujours là, c'est-à-dire que sur le marché, et que tu as fait tout ce que tu dis que tu vas faire, à ce moment-là, je te soutiendrai inconditionnellement. Et c'est ce qui s'est passé. Yes, yes. En tout cas, moi, ça m'a paru... c'était une sorte de motivation pour moi parce que, tu vois, c'était challengeant le fait que tu me dises, voilà, je ne veux plus être dans le partenariat avec les entreprises, etc. Pour moi, je me suis dit, là, c'est intéressant, ça me donne aussi un peu, moi, le boost de produire plus, de créer plus pour que, voilà, on puisse créer quelque chose ensemble. Voilà, et là, il faut dire que tu étais vraiment impeccable sur la façon de, à la fois en fait, de tenir ta parole. Ça j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que tu es l'une des rares personnes qui, sur mon téléphone, maintenant, je mets en priorité. C'est-à-dire quand il y a que ce soit un événement ou autre chose, c'est quand tu m'appelles immédiatement, hop, je réponds, voilà, je réponds et tout, parce que tu t'es mis en priorité et que tu as montré que tu es sérieux, en fait. Tu fais partie pour moi, de ces personnes-là qui walk the walk and talk the talk. Et pour moi, c'est fondamental d'avoir des personnes comme ça. Merci Alors, je dit que infiniment. tu étais en Amérique latine. Tu étais où exactement? Alors, j'étais dans plusieurs endroits. Ok. J'y étais pendant 1 année, en fait. Mhm. J'ai commencé par le Chili, puis le Bolivie,
puis Pérou, puis la Colombie et un peu le Mexique. Bon, le Mexique, c'est un peu l'Amérique centrale. Mais Oui. ouais. D'accord, ok, super. C'est un peu atypique, quoi, surtout sur les gens, pour les gens de cette zone-ci, d'y passer en fait autant de temps. Tu as été combien de temps? Une année. Une année, d'accord, ok, Yes. super ça. Euh, yes, en fait, parfois, les gens ils disent que c'est un peu atypique. Pour moi, c'est vraiment évident. C'est peut-être un besoin pour moi, mais voilà, c'était sur mon chemin. Et puis, j'avais ce besoin-là et ça s'est fait comme une évidence. Je me suis retrouvé un an en Amérique du Sud. D'accord, Voilà. ok. Et c'est quoi qui était la cause de ce déclic-là? Ben, je suppose que c'était un déclic, parce qu'encore une fois, c'est un peu atypique au niveau de l'histoire. Sincèrement, Mhm. il n'y a pas eu de vrai déclic. D'accord, Mais je pense que ça s'est fait au fur et à mesure de mon chemin, dans le sens où moi comme tu le sais, j'étais en France, mhm, j'étais dans l'IT et la finance, et puis en même temps, je m'intéressais un peu euh, au monde artistique, de la danse, des voyages, etc. oui, Et je pense que ça a commencé à se faire d'une manière inconsciente. Plus j'avançais, plus ça m'appelait. Le fait de vouloir prendre une pause pour moi, une pause de ce qui se passe dans le monde, dans le- tout ce qui est le monde du travail, l'intensité du travail. mhm, Et je pense que ça s'est fait sur des années, ça s'est préparé parce que j'aimais bien voyager, j'aimais bien la culture euh, sud-américaine. Je pense que ça se rapproche un peu de notre culture tunisienne. Les gens, ils sont happy, ils sont bienveillants, ils sont friendly. Puis ajouter à ça la danse, etc. Et puis je pense qu'il y avait d'autres choses qui m'appelaient. Donc ça s'est fait d'une manière, disons, process petit à petit, disons. d'accord. Et alors, j'ai vu que tu es venu en Tunisie avec un concept, ok, Tajrabti. En fait, d'ailleurs, c'est quoi la différence entre Tajrabti et Tajrabti Experiences? Alors, Parce que parfois, quand je mets en fait souvent certains hashtags voilà, sur certaines stories par rapport à vous, j'ai souvent un petit moment d'ambiguïté. Est-ce que c'est Tajrabti? Est-ce que c'est Tajrabti Experience? Voilà, c'est alors, quoi? Tajrabti, c'est expérience. Donc, c'est en arabe, expérience, Ah, d'accord. experience. Après, pour des fins de communication, parce que nous, ce qu'on cible, on cible le marché international, pour que ça soit compréhensible par le public international. D'accord, Donc, ok. on a mis tajrabti.expérience. Expérience, Comme ça, d'accord. quand les gens ils vont chercher, ils savent que expérience, c'est Tajrabti. Voilà. Ah, d'accord, super. En tout cas, en plus, c'est un de mes mots favoris, si je peux dire comme ça. Voilà, le thème expérience et à quel point c'est important en fait pour moi. Et c'est peut-être qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles en fait on était alignés. Alors, donc, raconte, tu reviens de ce voyage-là en fait en Amérique latine, Amérique centrale également. Et qu'est-ce qui te pousse à créer quelque chose en Tunisie? Déjà, tu aurais pu repartir en France. Pourquoi tu décides de créer quelque chose en Tunisie? Ouais, en fait, ça, enfin, c'est une question intéressante. Et parfois, je me dis que les choses, elles viennent pas là par hasard, elles sont alignées. En fait, en gros, quand j'étais en Amérique du Sud, enfin, j'ai pris le temps un peu, juste pour revenir un peu, j'ai pris un peu le temps de voyager, d'expérimenter, de rencontrer des gens de toute culture et puis voilà, de côtoyer des gens, de découvrir les cultures ancestrales sud-américaines. Donc ça, c'était intéressant. Et je pense aussi, graduellement, petit à petit, ça m'a amené un peu à reconsidérer mes priorités et c'était justement le but du voyage. Donc, le but du voyage, c'était de savoir où est-ce que je voulais aller réellement dans ma vie. OK, j'ai 30 ans, mais qu'est-ce que je voudrais faire réellement? Donc, l'idée, c'est de prendre du recul, s'observer, contempler. Euh, C'était un peu drôle, désolé, je pars un peu, mais Non, pour vas-y. moi, c'est intéressant. Je m'attendais à aller, tu vois, dans une montagne et à méditer, à trouver une réponse, tu vois. D'accord. Je l'ai pas du tout trouvé comme ça. Mais ce qui était intéressant, c'est que au bout d'une année, en fait, je voulais continuer, je voulais partir en Afrique et partager ce que j'avais expérimenté. Et puis, il y a eu le Covid. Voilà. D'accord.
Et pour moi, le Covid, c'était un point très important parce que et en fait, j'en ai fait quelque chose. Le fait de se retrouver 3 mois, et j'étais en France pendant 3 mois en isolation, et ça m'a permis, pour répondre à ta question, de faire de l'introspection, de vouloir où est-ce que je voulais aller, qu'est-ce que j'avais comme capacité, etc. Et ça m'a donné la réponse de revenir en Tunisie. Parce que pour moi, ce que je cherchais, c'est que je cherchais le sens à ce que je faisais. Et partager ce que j'avais appris en Tunisie, pour moi, ça avait beaucoup plus de sens, de un. De deux, la notion de famille, c'est une notion très importante. Donc, le fait de me retrouver avec ma famille. Et troisièmement, point de vue challenge et potentiel, même si c'est un marché vierge, la Tunisie, il n'y a pas de marché, mais aussi on a la possibilité de créer un marché et d'avoir de l'impact. Ça, c'était à l'époque. Donc, c'était ces 3 raisons-là. Et puis, plus le temps avance, plus j'ai des réponses dans le sens où, par exemple, voilà, moi, mes parents, c'est encore des gens engagés dans la société qui veulent apporter au pays. Donc, je pense que j'ai un peu ça dans mes gènes. D'accord, ok, notion d'engagement. Ok, super. Alors, donc, du coup, tu arrives et on va dire, c'est quoi, tu lances une start-up, c'est ça? Alors, en fait, il y a eu tout un chemin. Au début, en fait, pour avoir une idée d'entreprise, Mhm, on part de problématiques. OK? mhm. Donc, on part de problématiques, soit des problématiques qu'on a vécues par nous-mêmes, Oui, soit des problématiques autour de nous. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai commencé à questionner autour de moi quelles sont les problématiques que vous avez. excellent. Donc, première interview, c'était avec ma maman. Et du coup, je l'ai appelée, je lui ai dit, alors maman, c'est quoi ton plus gros problème? Et elle me répond, Akram, moi, je suis retraité, je n'ai pas où me divertir, ou avoir des activités, ou faire des activités. Et ça a fait tilt en moi, vu que moi, je m'intéressais beaucoup aux activités de bien-être artistique, etc. Et j'aimais bien organiser des choses. Donc, du coup, je me suis dit, OK, là, on va organiser des événements pour des personnes qui ont la soixantaine, pour des retraités. Pourquoi les retraités, ils ont pas la chance de justement pouvoir profiter de la vie, pouvoir profiter des activités. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à vouloir créer. Et la stratégie, c'est quoi? C'est, viens, on teste, on crée quelque chose et on prend les inputs et puis on reteste et puis on prend les inputs. Donc, j'ai commencé directement. Et puis, j'ai vu qu'à un certain moment, peut-être les retraités étaient intéressés, mais surtout, toutes les catégories d'âge. Et donc, par là, j'ai commencé à faire de l'événementiel. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire comme activité? Qu'est-ce qu'on a en Tunisie? C'est justement là que j'ai commencé à faire mes recherches. Et je me suis retourné vers Airbnb Experience. C'est quoi les expériences qu'on a? Mhm. Et donc, je me suis dit, OK, on n'a pas Airbnb Experience en Tunisie. Donc, on va commencer, ça a fait titre directement, on va commencer Tajrabti, qui va être une plateforme, justement, pour rallier les fournisseurs d'expérience dans l'art, la nature, le culturel et le sportif. C'est des gens qui sont expérimentés et passionnés par ce qu'ils font. On va les rallier à des gens qui veulent vraiment participer à tes activités, etc. Et c'est comme ça qu'a commencé Tajrabti. Puis ça a évolué. Voilà. D'accord, ok, ok. Alors, donc, tu reviens en Tunisie, tu décides en fait de lancer ce concept-là. Et ce qui est très intéressant, tu vois, un peu pour moi, c'est que tu es la première personne, je devine que c'est comme ça qu'on enseigne dans les écoles, mais tu es la première personne qui réellement verbalise la chose. Parce que c'est ce que je dis en fait aux gens. Bah, il y a beaucoup de personnes parfois qui me contactent, qui me disent, écoute Ariel, je voudrais travailler sur une idée de projet, voilà, et autres, peut-être parce que je cherche à me reconvertir professionnellement. Et ce que je leur dis toujours, c'est en fait, c'est pas si difficile que ça. La chose la plus basique, c'est interroger les gens autour de vous, s'intéresser réellement en fait à leurs problématiques. Et si vous arrivez à résoudre leurs problématiques, vous avez un projet. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, naturellement, il y a les études de marché, voilà, et tout ça. Mais ça, c'est vraiment en fait le cœur de la problématique. Et c'est ça que j'apprécie en fait. Et le fait que ça fonctionne avec toi par rapport à ce que tu fais montre que c'est quelque chose d'absolument en fait crédible. Alors, ce que je voulais demander, c'est donc c'est dans ce contexte-là qu'au début tu as rencontré Fatma?
Alors, Parce que Fatma, c'est aussi quelqu'un qui est dans le domaine en fait, qui est le domaine des expériences de bien-être, voilà, et qui, effectivement, est intervenu, en fait, dans un des podcasts. Alors, en fait, comme je disais tout à l'heure, au début, euh, j'ai commencé par organiser des petites expériences pour des gens retraités. Et puis, j'ai trouvé que il y avait les gens qui avaient, enfin, de 25 à 75 ans qui étaient intéressés par ce genre de produit. D'accord? Et donc, je me suis dit, OK, enfin, je vais le faire, je vais ouvrir le champ à toute catégorie d'âge. Et du coup, je me rappelle que quand j'allais commencer ça, la première fois où j'ai communiqué, ben Fatma, justement, elle m'avait contacté. Elle m'a dit, voilà, je serais intéressé de te rencontrer. Elle m'a appelé et puis on s'est rencontrés et on a échangé un peu. Et c'était très intéressant parce que Fatma, en fait, enfin, disons qu'on était sur un même chemin, qu'elle, elle Mhm. s'intéressait aux expériences, qu'elle vivait à l'étranger et qu'elle souhaitait apporter ça en Tunisie, etc. Donc, l'échange, Elle est il assez était, dynamique. Ouais, ouais, elle est assez c'était dynamique. très intéressant et surtout que, point de vue macro aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui reviennent, bizarrement, parce qu'on a souvent tendance à imaginer que les gens ils sont en train de partir. C'est le cas. Mais il y a aussi beaucoup de Et de gens qui sont en retour, c'est train de ça. retourner en Tunisie justement pour pouvoir apporter. Donc, je pense que Fatma fait partie de ces gens-là. D'accord, ok, super. Alors, donc, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce que tu fais, c'est, bon, moi je travaille toujours dans le milieu de l'entreprise, mais j'ai travaillé de façon très, très intensive pendant longtemps au niveau des formations pour les entreprises, les universités, les ambassades également, des grandes compagnies multinationales et autres. Et ce que je sais en fait, c'est qu'à l'époque, ce qui était assez difficile, c'était d'apporter des concepts, premièrement, qui sont innovants, mais surtout, il y a un canevas par rapport aux entreprises, en fait. Donc, moi, je faisais partie des premiers qui étaient vraiment dans l'impulsion du bien-être. Et je sais qu'il y a une ligne qui est assez difficile à franchir. Et ce qui était très intéressant, c'est que tu as réussi, en fait, à faire ça. Donc, est-ce que c'était une question de timing? Je pense aussi que probablement. Il y a eu le bon timing, mais ce qui est aussi impressionnant, c'est vraiment les résultats, tu vois, un peu que tu réussis à avoir avec déjà ton concept d'Ashraf dont tu parleras tout à l'heure. Mais comme je dis, c'est voir des gens en entreprise qui sont en fait pas mal de temps dans la journée, entre quatre murs et autres, euh, parvenir à se décontracter, se décomplexer, danser, sourire, faire de théâtre, voilà, et autres, ça c'est extraordinaire et je suis vraiment content en fait de voir cette ère-là se démocratiser un peu. Ok. Yes, en fait, enfin, je pense que cette ligne-là, en fait, elle a été franchie. Je ne sais pas si elle a été franchie par Tajrabti ou par Ouais, d'autres c'est ça. organismes. Je pense que c'est C'est un un, écosystème. en fait, je pense que c'est un tout. Mhm, Il y a il y a le Covid, hein. mhm. Il y a le Ah ouais, Covid, c'est vrai. il y a le Covid qui a fait un peu switcher les perceptions des gens, où les gens ils se sont retrouvés avec eux-mêmes pour la première fois de leur vie. Donc, ok, je suis là, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, j'ai 30 ans, j'ai vécu toute ma vie. Je ne sais pas si c'est moi qui ai fait les choix. Et donc là, je me retrouve, ok, ben, il y a plusieurs choses qui ressortent. Et donc, le fait de pouvoir euh, travailler sur soi et les prises de conscience et le fait que peut-être les gens ils peuvent voir autre chose que ce qu'ils ont toujours vu, ça, je pense que c'est quelque chose qui s'est démocratisé. Donc, Mhm. le bien-être, la conscience de soi, la psychologie, etc. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, moi, je reste convaincu qu'en entreprise, même si c'est une entreprise, ben, les gens qui travaillent, c'est des gens, c'est des personnes, c'est des êtres humains. Et les êtres humains, enfin, ils sont quelque part tous artistes, ils sont quelque part tous joueurs, euh, ils, euh, ils sont dans cette relation, dans cette humanité-là, même si le monde du corporate, parfois, on a tendance à imaginer que c'est quelque chose qui va nous emmener loin de l'humain, ce qui est le cas.
Mais moi, j'ai toujours eu cette foi qu'on est tous humains, même si quand on est dans le corporate. Donc, l'idée, c'est que juste on va essayer de chercher cette humanité qui existe dans chacun d'entre nous. Donc, je pense que ça, c'est la deuxième chose. Et puis, la troisième chose, c'est que, voilà, les gens, les gens, ils sont avides de cette dopamine-là, du show, de ces sensations nouvelles qu'ils trouvaient peut-être avant avec les team building classiques. Mais aujourd'hui, on a cette possibilité-là de leur offrir quelque chose qui va faire l'effet, enfin, je dirais l'effet waouh, mais qui va susciter en eux cette curiosité, cette âme d'enfant. Donc, ces trois choses-là, je pense que elles existaient toujours, mais peut-être parfois que si on met un peu le projecteur sur ça, on arrive à faire quelque chose de nouveau. Et puis, quatrième chose qui me vient maintenant à l'esprit, et ce que tu disais, toi, c'est que, en fait, le fait d'y croire et de le faire. Les gens, ils ont pensé à ça, peut-être pas sous cette forme-là, la forme de théâtraliser le bien-être réellement, de le rendre dans un monde en racontant des histoires, etc. Mais le fait de le faire. Et je pense que peut-être les gens, ils l'ont pas fait pour plusieurs raisons. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai eu cette chance-là. Je sais pas si le mérite me revient à moi ou c'est plusieurs choses qui étaient alignées pour que je fasse ça, mais en tout cas le fait de le faire, comme tu as dit, toi qui a fait que les entreprises puissent être suggestibles à ça. Mais je pense que si une autre personne l'aurait fait avant moi, ça aurait marché, mais enfin, les gens ne l'ont pas fait pour diverses raisons. Voilà. Exactement. Ok, d'accord, super. Alors, l'autre chose également qui est magnifique, bon, moi je parle de mon expérience en fait, ce qui m'a interpellé, c'est aussi, je pense que la caractéristique d'un bon leader, c'est la capacité à influencer. Ça, voilà, ça on le sait, également naturellement à créer d'autres leaders. Et quelque chose qui me semble que tu fais très bien, c'est influencer et inspirer des personnes pour qu'ils te suivent, notamment le nombre de volontaires. Je suis toujours impressionné par le nombre de volontaires que vous avez en fait pendant vos événements euh, et aussi ceux qui restent pendant longtemps parce que quelque part attirer c'est un peu à la portée de tout le monde, c'est que tout le monde sur un bon jour peut attirer, mais comme je dis souvent c'est conserver, ça demande de l'art. Donc c'était quoi la formule, voilà, par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait, d'après toi, que les gens, en fait, parce qu'il y a beaucoup de jeunes quand même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des jeunes, mais il y a également, en fait, des personnes qui le sont moins, qui sont dans le monde de l'entreprise pendant longtemps, et qui décident comme ça de vous offrir peut-être une semaine entière ou un week-end où ils sont pas payés, je devine, pour pouvoir être là et vous accompagner. Et je vois le travail qu'ils font, c'est un travail quand même massif, quoi. C'est que même moi qui suis autant énergétique, tu vois, un peu, il y a des moments où, après les événements, je pense qu'il faut aller se reposer. Yes. Honnêtement, moi aussi, enfin, parfois quand je vois le nombre de bénévoles, enfin, bénévole, ce qu'il faut mentionner, c'est que, enfin, le mot bénévole, il est un peu touchy parce que les bénévoles, normalement, ne sont pas rémunérés. Nous, on part sur la notion de bénévolat sur le sens du service plus que sur la rémunération. Parce D'accord, que ok. les bénévoles, ils sont réellement rémunérés. Mais puisque Tajrabti, elle est là au service de tout le monde, donc c'est le sens du service qui fait que on les appelle les bénévoles. Magnifique. Après, je te cache pas que moi aussi, parfois, quand je regarde un peu en mode dissocié ce qui se passe et que je me dis, waouh, ces gens-là, on est arrivé à faire quelque chose qui puisse attirer autant de monde, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui est conscient, peut-être dont on est conscient, dont je suis conscient. Et sûrement, il y a des choses inconscientes et qu'on est en train de découvrir à chaque fois. Pour moi, ce que je peux dire, c'est que, justement, on en discutait tout à l'heure, c'est le principe de congruence. C'est-à-dire que pour pouvoir proposer quelque chose aujourd'hui, que ce soit en entreprise, que ce soit pour la société, je me dois d'être congruent
cohérent par rapport à ce que je propose. Ouais, évidemment. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui se sent. Donc c'est quelque chose que les bénévoles sentent chez la personne qui est en phase 2. Après, justement, on en discutait tout à l'heure aussi, c'est le principe d'authenticité. Ouais, C'est-à-dire ouais. que aujourd'hui, enfin, je sais pas si moi j'aime pas dire le mot leader, je trouve, enfin, pour une personne qui va plus ou moins inspirer, si la personne en face de vous peut faire les aveux de vulnérabilité, c'est Fondamental. qu'aujourd'hui, moi, je peux me permettre de pleurer devant les bénévoles, je peux me permettre de ne pas être en forme, je peux me permettre d'être en stress devant eux quand je vais parler en public, je peux me permettre de me tromper, mais je suis authentique. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai acquis dans mon chemin où je peux être moi-même ou du moins tendre au fait d'être moi-même. Donc ça, c'est quelque chose qui inspire parce que, voilà, je suis arrivé à un degré de maturité qui me permet d'exposer mes vulnérabilités. Et je pense que ça aussi, ça peut faire partie des points, des points d'une personne qui va inspirer ou d'un leader. Et puis, pour moi, il y a le langage du cœur. Et ça, c'est quelque chose qui se ressent. Et ça, c'est quelque chose, on parle de la notion de embodiment. C'est quelque chose que moi, j'essaie de le porter dans mon corps. Et puis, quand je vais parler, ben, ça va résonner quelque part enfin, chez des personnes. Et je ne peux pas parler de quelque chose si mon corps ne l'a pas intégré. Et donc, je serai incohérent et incongruent. Donc, on parle aussi de la notion du cœur. Je pense aussi dans la société aujourd'hui... et j'en discutais justement avant, enfin, je le dis moi avec les bénévoles, hein, pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que cette notion de bénévolat? Moi, je parle généralement, bon, je suis un peu extrémiste, mais d'hyper-empathie d'origine traumatique, c'est-à-dire que, enfin, les gens qui veulent être au service et qui ont ce sens du service-là, ben, c'est quelque chose qu'ils ont eu toujours dans leur vie, justement pour pouvoir s'adapter. Ce qu'on a, je ne sais pas si tu sais. Bon, je suis sûr que tu connais ça parce que tu connais tout. Non. Non, mais c'est vrai. Là, tu vas me- là, tu- Je prends là, tu vas ces me- 5 secondes pour dire la vérité. Hein. Non, là, Voilà. tu vas me Ouais, c'est pas jeter grave. dans la section Non, commentaires. non, non. Non, pas du tout. Oui, mais tu connais pas mal de choses. C'est qu'on Mais appelle j'apprends. un peu le phone type. C'est des gens qui ont pu s'adapter à travers le service, le sens du service, que ce soit dans leur famille, dans leur environnement, pour pouvoir se sentir validés. C'est comme ça que eux, ils vont sentir ça, et c'est quelque chose que j'ai moi, et que ça résonne chez les bénévoles. Et pour eux, voilà, ça leur permet de se sentir vivants, ça leur permet de se sentir valorisés. Et je pense que le fait que Tajrabti puisse leur offrir cet environnement-là où ils peuvent avoir justement ce sens du service, c'est quelque chose qui va les amener. Et je pense que le point le plus important par lequel j'aurais dû commencer, ben, parfois j'ai les idées qui viennent après, mais c'est pas grave. Sweet yourself. Voilà. C'est que aujourd'hui, et ce qui est intéressant, et ce qu'on est en train réellement de découvrir, c'est que Tajrabti est en train d'amener des gens, disons, qui se sont sentis toujours spéciaux. D'accord. Que ce soit par rapport à leurs amis, par rapport à leur famille, et donc qui vont pouvoir parler entre eux le même langage sans jugement, D'accord. qui vont pouvoir être eux-mêmes. On parle aujourd'hui de notions de neuroatypiques ou neurodivergents, je pense, etc. voilà, plus le Et terme donc, c'est atypique. très intéressant parce que, moi, je pars du principe que dans la société, dans chaque groupe d'amis, tu vas toujours trouver une personne, deux personnes qui se sont sentis un peu différents, écartés, qui sont aussi un peu en train d'observer, d'analyser cette hypersensibilité-là. Et je pense que ça résonne dans ces gens-là. Et c'est pour ça qu'ils sont là, parce qu'ils arrivent à trouver d'autres personnes et avec lesquelles ils peuvent échanger, en toute transparence. Et je pense que c'est ce qui les amène à ça. D'accord. Juste je pense que tu as dit beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui sont quand même assez denses. Déjà, la première chose, c'est, entre guillemets, cette relation-là entre
vivre son authenticité à l'intérieur et être capable de la projeter aussi à l'extérieur. Comme je dis, surtout quelqu'un qui est en position en fait, de leadership, c'est très, très particulier. C'est à la fois très particulier et très difficile parce que je ne sais pas, par exemple, la prochaine fois que je prendrai mon avion, je ne sais pas si j'ai envie que le pilote, tu vois, un peu, vienne et dise, oh, vous avez senti cette secousse-là, ou qu'il commence à paniquer devant moi, tu vois, un peu. Donc, je pense qu'il y a une partie où il faut jouer et il y a une partie où il faut, en fait, tu vois, s'exprimer. Et effectivement, je pense que ça demande beaucoup de maturité, comme tu as dit, en fait, de pouvoir trouver non seulement le juste milieu, mais surtout, quand tu montres cette authenticité-là, qui est le fait d'assumer sa vulnérabilité, que les personnes puissent raisonner avec. Et ça, comme tu dis, ça, c'est vraiment en fait comme on pourrait appeler ça le leadership par le cœur. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental, tu vois, un peu ce que voilà, vous avez fait ensemble. L'autre point, c'est également cette capacité-là que tu as. L'image que j'ai souvent un peu, c'est que Taj Rapti, c'est un peu l'école de professeur Xavier. Vous avez les X-Men, tu vois, un peu un partout. Donc, tu as réussi à regrouper des personnalités atypiques et effectivement, ils parlent un langage dans lequel ils se comprennent. Et ça, c'est quelque chose, voilà, de fabuleux. Alors, les dernières questions que je vais te poser, c'est aujourd'hui, quels sont les défis de Taj Rapti et où est-ce que va ce train? Où va ce train? Ok. Alors, je sais pas si, enfin, on a discuté de ce que fait Taj Rapti aussi pour que les gens ils sachent. Vas-y. Je pense que parce qu'on a discuté de Taj Rapti, ce que ça fait, etc. Donc, peut-être que ça serait intéressant justement de parler un peu et puis justement de discuter des défis de Taj Rapti. Donc, Taj Rapti, enfin, c'est une start-up déjà labellisée et qui crée des expériences dans l'art, le bien-être, la nature, le culturel et le sportif. Et justement, l'objectif, c'est d'apporter des outils pour que les gens ils se connaissent plus, pour plus de conscience de soi et pour justement que les gens ils arrivent à gérer leurs émotions et se connaître et accéder à leur plein potentiel. Je pense qu'on est aligné sur ça, toi, Absolument. l'explorateur du potentiel humain. Donc voilà, aujourd'hui, on travaille justement en entreprise. Euh, c'est un des axes qu'on aimerait justement développer, mais pas que. Pour nous, c'est un projet de société. C'est justement comment on peut accéder aux universités, aux écoles, aux hôpitaux avec les gens qui ont enfin, des phases de cancer ou des gens qui ont des soucis, comment on peut les accompagner. Voilà, c'est un projet plus global, mais pour pouvoir être sur la durée, l'entreprise, c'est quelque chose d'important. Et justement, comme je disais tout à l'heure, les gens qui sont en entreprise, justement, c'est la société. Donc, si on peut accéder aux entreprises, pourquoi pas? Et si les entreprises peuvent fournir à leurs collaborateurs des outils, justement, pour qu'ils gèrent leur stress, pour qu'ils s'accompagnent, pour qu'ils puissent être plus alignés, pour nous, c'est ça la vision, c'est que l'entreprise, demain, elle devra accompagner ses collaborateurs dans leur développement. Donc, c'était juste une parenthèse pour parler un peu de ce que fait Taj Rapti. Les challenges, yes. Les challenges. Alors, enfin, première chose, les challenges, ils sont toujours financiers. Même si, enfin, aujourd'hui, on croit à Taj Rapti, on commence à avoir des marchés assez intéressants. Mais on reste toujours dans un monde qui bouge constamment, qui bouge tout le temps. C'est les ressources. Tu disais X-Men, oui, pour trouver des X-Men, il faut encore élever la barre très, très, très haut pour que les gens, parce que les gens, ils puissent vous suivre, parce que les gens, ils ont besoin de sens, et pour que tu puisses attirer les meilleurs, bah, toi, tu dois te positionner ici. C'est un challenge. La notion de scalabilité, aujourd'hui, on fait de l'événementiel. Combien d'événements on peut proposer pour une même entreprise? Il faut toujours diversifier, innover, mais en même temps, notre objectif, c'est de nous implémenter directement en entreprise. Donc ça, c'est un challenge, comment arriver à scaler et puis comment arriver à trouver plusieurs Ariel, est-ce que ça existe? Plusieurs Emma, plusieurs Farah, les bons partenaires. Donc ça aussi, c'est avoir les bons partenaires pour qu'on puisse avancer en toute sécurité. Après, pour moi, c'est un gros challenge parce que les partenaires aussi, c'est des gens qui
qui ont plein de choses. Donc, il faut réfléchir à une stratégie où on peut avoir des gens qui peuvent La vraiment disponibilité. à la disponibilité et la qualité du travail. D'accord. Donc, ça aussi, c'est un challenge. Donc, la finance, les ressources, le produit en lui-même. Voilà, pour moi, c'est trois axes très importants. Après, ça fait partie de tout processus d'une entreprise. Donc, et ça fait partie du jeu et c'est ce qui va rendre la chose plus challengeante. Autrement, on ne l'aurait pas fait. D'accord. Alors, deux dernières questions avant de clôturer. La première, c'est, je devine que tu as un objectif d'extension en fait à l'international. Voilà. Donc, comment est-ce que les personnes pourraient faire justement pour faciliter ça? Comment, pardon? Comment est-ce que les personnes pourraient faire pour faciliter cet objectif-là, si jamais c'est le tien? Les personnes, c'est-à-dire? Oui, les personnes, je suppose qu'il y a parmi les viewers, il y a sûrement des personnes qui sont voilà, à l'étranger, que ce soit au niveau de l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine, l'Europe, voilà, ou ailleurs en fait, qui suivent et qui se demandent peut-être comment est-ce qu'ils pourraient apporter quelque chose par rapport à ça. Actuellement, je pense qu'on a atteint un niveau où on a vraiment quelque chose qui marche et quelque chose qui est validé. Et on commence notre phase d'expansion. Donc, c'est le networking. Justement, les contacts des entreprises ou bien des organismes qui ont justement besoin de tout ça, qui ont besoin de bien-être dans les entreprises, qui ont besoin de gérer le stress des employés, qui ont besoin d'apporter des outils pour une meilleure conscience de soi. Donc, je pense que les gens qui sont sensibles à ça, ils peuvent nous aider, que ce soit directement, si eux, ils ont ces besoins-là, que ce soit indirectement, qu'ils viennent tester Tajrabti, et si ça résonne en eux, why not qu'on soit ensemble partenaires. Ça, c'est d'un côté. Et puis, d'un autre côté, je suis sûr qu'il y a des viewers qui sont, que ce soit thérapeutes, coachs, psychologues, artistes, tout ça en même temps, qui viennent tester aussi, je pense qu'on les invite aussi à tester, à voir. Et puis, s'ils veulent contribuer dans ce projet-là d'une manière ou d'une autre, why not? Et troisièmement, les gens qui sont dans le monde de l'événementiel, artistique, aussi dans l'organisation ou dans d'autres, ils sont les bienvenus pour voir un peu ce qu'on fait, pour pouvoir partager ce qu'on fait. Bien sûr, moi, j'invite toujours les gens à tester, à voir, à expérimenter, à justement s'imprégner de ce qu'on fait pour qu'après, s'ils veulent partager, c'est quelque chose qu'ils auront mis dans leur corps et qu'ils auront intégré. Voilà. C'est ça, c'est parfait. Alors, où est-ce les gens peuvent venir, peuvent te contacter, te joindre? Voilà. Est-ce que tu peux donner, en fait, que ce soit tes contacts, en fait, Facebook, Instagram, voilà. Bien sûr. Justement, tu parlais tout à l'heure de Tajrabti Expérience. Donc, on a notre Instagram, on a notre site web, Tajrabti. Après, je pense aussi que quand on fait des podcasts, on peut mettre ici ouais, t'en fais pas, le mail www.tajrabti.com. Voilà. Je serais tenté de partager mon numéro personnel, mais pas public. Donc voilà, marahba pour tout le monde. D'accord. En tout cas, Akram, ça fait super plaisir. Enfin, on a fait ce podcast-là. De toute façon, moi, je vais t'observer. Et comme on dit, Inch'Allah, on se reverra pour notre podcast. Comme ça, tu me diras comment ça s'est passé, l'évolution à Tajrabti. Avec grand plaisir. Okay, merci. Okay, super.